place à un débat qui viendra par la suite. On laissera aussi place à un set de Blix comme annoncé, accompagné d'un VJ d'orthodoxe. Et d'ailleurs, en parlant de Bliss, Mathieu, la Razance 005 approche très rapidement. Et du coup, je voulais savoir comment vous en êtes venu à faire des warehouses et comment le projet a évolué. Alors déjà, bonjour à tous. Enchanté, Mathieu Rousseau, membre fondateur et DJ résident aussi du collectif. Du coup, Razance, qu'est-ce que c'est ? Razance, c'est tout simplement une fondation de base, c'était un délire, en fait, tout simplement. Et on a commencé à organiser notre première soirée, du coup, pour la fête de la musique 2017, qui, du coup, fut un petit succès, quand même, pour notre première soirée. Enfin, pas du tout une soirée, parce que, du coup, c'était de 17h à minuit, du coup, c'était quand même pas mal. C'était lourd. Et du coup, après, on a fait pas mal de soirées, on a fait des teufs. On a commencé par des teufs, et tout simplement... Après, avec les teufs, avec le temps, en fonction de comment notre public nous kiffait, et on a décidé de se lancer dans les warehouses. On a fait notre première warehouse, c'était le 27 janvier, il me semble, 27 ou 26 janvier 2018. On a fini sold out aussi pour cette première. Et du coup, après, on a enchaîné avec la suite, RZ2, RZ3, RZ4 et RZ5, du coup, qui arrive le 13 avril prochain. Voilà. On a plein d'autres projets à venir, du coup, disons à peu près pour les intimacies, les soirées intimacies qui sont un peu plus intimistes et qui ont un format un peu plus différent, mais toujours dans le même délire, qui fait le son, qui fait le son tout simplement et qui fait la soirée. Et ambiance teuf, ambiance famille, ambiance plutôt intimiste aussi. Donc voilà. Et là, du coup, notre prochaine... on a un prochain projet qui aura lieu du coup le 20 avril. Ça sera à Nancy. On a notre première date du coup en club, à l'Ostra Club, qui du coup, on espère, va faire plaisir aux personnes qui peut-être nous suivent à Nancy ou autres. Donc voilà. On est sur une ambiance kiff, voilà. Concrètement. Tout simplement. Alors, je vais laisser place à Mélanie, qui aujourd'hui est venue nous parler de la communication d'un événement à aussi grande échelle que BNK et de son anniversaire et même de toutes les éditions, et aussi de comment se débrouiller en étant une femme dans ce milieu. Bonsoir, merci déjà pour l'invitation. Donc, effectivement, je travaille pour BNK donc, depuis décembre. C'est une entreprise que j'ai rejoint. Et ce que j'aime au sein de BNK, c'est que tout est structuré. Généralement, on se dit, OK, la com, c'est 2-3 posts sur les réseaux sociaux, alors que pas du tout. Il y a une stratégie à penser en amont. Il y a plusieurs outils de com à utiliser, donc que ce soit des newsletters, des posts sponsorisés, créer la communauté, manager des RP. Donc la com, c'est beaucoup plus large. Tu peux avoir le meilleur des events, le meilleur des bookings. Si derrière, tu n'as pas une com qui suit, malheureusement, tu ne vendras pas de tickets. Donc c'est hyper important. Et ce que j'aime au sein de BNK, c'est que vraiment, c'est structuré. Donc on a chacun nos tâches, c'est pensé en amont. Par exemple, là, on a sorti l'événement pour les 3 ans, mais c'est quelque chose qu'on travaille depuis bien longtemps. Là, on travaille actuellement sur 5 gros événements qui vont arriver, dont un qui va arriver pas longtemps après justement ces 3 ans. Et c'est pas des événements qu'on se dit, OK, demain, on va faire ça. C'est pensé bien en amont. On a déjà des événements pour 2020. C'est pour dire à quel point on pense vraiment à ce qu'on va faire, puisqu'on a pour objectif de grossir, de satisfaire encore plus notre public. Et la com, c'est aussi après l'événement. Par exemple, on envoie des questionnaires pour savoir ce que les gens ont pensé de notre événement, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé. Et le but, c'est de toujours améliorer ça, toujours proposer le meilleur, que ce soit le plus qualitatif possible, aussi bien pour le line-up, pour la soirée. Et tous les retours sont bons à prendre. Donc, c'est ça vraiment qui est cool au sein de BNK. C'est vraiment, ils sont humbles. On n'est pas là à dire, OK, on est les orgas, donc on sait mieux que tout le monde. Forcément, c'est, je pense, la mauvaise stratégie à avoir. On veut vraiment être à l'écoute de notre public. Et pour tout ce qui est com, donc c'est vraiment bien. Au sein de BNK, ils sont bien structurés, ils utilisent plein d'outils, que ce soit des plannings éditoriaux, tout ce qui est planning de poste. Et donc, personnellement et professionnellement, c'était vraiment un plus pour moi de travailler pour eux. Et c'est une belle expérience. Il faudrait vraiment que les gens comprennent que la com, c'est pas juste 2-3 posts, c'est que c'est vraiment tout ce qu'il faut utiliser en amont. Donc voilà. Et le fait d'être une femme, c'est quelque chose aussi qui pouvait être un peu dur. Par exemple, pour l'anecdote, il y a 3 ans, j'avais rencontré quelqu'un qui appartient à un gros collectif parisien et je lui dis que j'aimerais bien travailler dans l'événementiel puisque ça me plaît. Il m'a clairement fait comprendre que c'était très très dur pour une femme dans ce milieu et que c'était pas vraiment un milieu pour les femmes.
3 ans plus tard, donc quand ils m'ont envoyé là cet événement, la première chose que j'ai fait, c'était l'inviter sur l'événement, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, son collectif est un peu mort, on n'en entend plus parler, et je travaille pour BNK, donc c'est un petit clin d'œil que j'ai fait au passage. Donc ouais, être une femme, c'est dur, et par exemple, pour venir à BNK, eux, ils font vraiment attention à ça, ils essaient de proposer des bookings à plein de femmes. Malheureusement, c'est un fait, il y a moins de femmes dans le milieu de la techno, que ce soit aussi bien des artistes que les gens qui y participent. Il faut vraiment que les collectifs ils boostent ça, qu'ils essayent de booker plus de femmes. Et après, ça sera un cercle vicieux. Plus il y aura de femmes, plus les femmes voudront être DJ. Tu as par exemple Mathilda de chez Possession qui milite vraiment pour ça et qui fait en sorte de mettre tout le temps des femmes dans son line-up. Et c'est hyper important la parité. Ça sera un cercle vicieux après. Donc voilà, c'est très important. Booker des femmes, s'il vous plaît. Bon, merci pour tout ce que tu as dit, et surtout par rapport à la communication, puisqu'on est dans le même cas. Mais je vais passer du coup à une autre plateforme de communication, donc Jonathan, Digger. Ouais. Et c'est quand même une sacrée plateforme tout-terrain. Vous proposez un certain nombre de partenariats, des playlists, des articles sur les playlists, des jeux concours et compagnie. Et je voulais savoir comment vous en êtes venu à faire autant de choses sur une même plateforme. Tout d'abord, merci pour l'invitation, c'est cool. Donc du coup, je m'appelle Jonathan Barthélémy. Je suis fondateur et gérant de la plateforme qui s'appelle Digger. L'objectif de Digger, c'est que c'est une plateforme de streaming musical et à la fois de référence pour les événements liés à la musique électronique. Du coup, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant qu'on fait ça. J'ai débuté ça un peu tout seul et l'idée, en fait, c'était de vraiment rassembler toutes les sorties musicales par genre, parce que c'est vrai que sur YouTube ou SoundCloud, c'est pas forcément évident de diguer du son, parce qu'on s'est tous retrouvés devant le schéma. Je suis en train d'écouter un son, je veux diguer du son à peu près sur le même spectre. Et en fait, on se retrouve à écouter des choses qui n'ont rien à voir en finale. Surtout si vous regardez des documentaires, etc., vous pouvez tomber vraiment sur des vidéos qui sont complètement hors spectre de ce que vous cherchez. Et l'idée, du coup, c'était de rassembler tout ça sur une plateforme et, dans le même temps, de permettre aux gens de pouvoir suivre les artistes et les événements par rapport à leurs choix musicaux. C'est-à-dire que demain, si vous aimez un artiste comme Oscar Mulero, Trim, etc., l'idée, c'était d'avoir centralisé sur une même page, en un clic, avoir l'ensemble en fait des informations liées à cette musique et liées à cet artiste. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on a fait. On a développé pas mal de choses en rapport avec ça. Donc à partir d'une musique, on peut retrouver le BPM, la clé tonalité, les événements liés à ça. Et l'idée, c'est d'aller encore plus loin et de centraliser en fait ce que font pas mal d'acteurs, je pense aujourd'hui, sur une seule et même plateforme pour faciliter un peu le processus utilisateur en fait, tout simplement, pour que tout le monde puisse diguer simplement et avoir une éducation musicale aussi qui se fasse au fur et à mesure. En fait, tu simplifies l'écoute. C'est ça, c'est un peu l'idée, ouais, c'est un peu simplifier l'écoute et en même temps faciliter la démarche, parce que c'est vrai que quand on a pas mal de plateformes en fait, qui sont présentes, et c'est le cas aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que du coup, si vous écoutez un artiste et que vous devez switcher de plateforme pour trouver ensuite les événements, et enfin changer de plateforme pour acheter le son, etc., etc., en fait, on se retrouve dans une démarche où en fait, beaucoup d'utilisateurs ne vont pas au bout de la chose. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Nous, en fait, l'idée, c'était vraiment de centraliser tout ça sur une seule et même plateforme pour pouvoir démocratiser au mieux la musique électronique et pour pouvoir diffuser ça auprès du public et des audiences de chacun, quoi. Vous avez développé un média avec également, donc forcément... On a développé un espèce de média. En fait, nous, on se sépare un peu de cette, de cette démarche média pure, dans le sens où on ne va pas aller voir des collectifs, etc., pour que ça soit une tribune par rapport à ce qu'ils font. Mais par contre, on offre en effet un encart sur la plateforme pour essayer de créer un lien entre les organisateurs qui sont derrière une démarche d'organisation et le public qui est associé. Donc on offre sous forme de questions un peu techniques et pointues par rapport à ce qu'ils font, une démarche dans laquelle ils peuvent en fait s'exprimer et ensuite proposer une playlist par rapport à ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent proposer sur leur DA, sur l'ensemble de leurs événements. Moi j'adore Digger, donc je vais pas en parler plus. Je vais passer tout de suite à Julien, qui est à la tête du festival en tant que nocturne. La dernière était au Kilowatt, je ne sais plus exactement la date. En août dernier, c'était une réussite. Et je voulais en savoir plus sur les fondements de ce festival. Ouais, alors en tant que nocturne à la base, la dernière en l'occurrence c'était la première aussi, donc c'est jeune encore. En tant que nocturne, c'est un double pari. C'était une idée qui a germé il y a 2 ans avec un premier pari, c'était qu'en fait, on avait le sentiment à force de traîner dans différentes soirées parisiennes que le public n'était pas monostyle.
On avait l'impression que les gens ne passaient pas tout leur week-end à écouter de la techno ou tout leur week-end à écouter de la house, et que finalement on retrouvait dans des soirées house des gens qu'on avait vus la veille dans une soirée dub et 2 semaines plus tard dans une soirée trance. Donc il y avait ce premier sentiment de se dire qu'il manquait une offre de festival qui multiplie les styles de musique électronique et qui offre au public cette diversité-là. Et puis le deuxième pari, c'était que potentiellement les collectifs parisiens pourraient peut-être un jour arriver à travailler ensemble. C'est pas gagné, mais on espérait y croire. Et donc voilà, l'idée elle était toute naturelle. Il y a une offre, une créativité dans la nuit parisienne depuis des années qui est phénoménale. Quand on est sans être acteur, même quand on est spectateur de cette créativité, de cette diversité des événements et de tout ce qui est proposé, on n'a qu'une idée en tête au bout d'un moment, c'est de se dire si on essayait de les mettre ensemble, ces gens-là, de mixer leur créativité pour imaginer un événement unique et divers en même temps, ça pourrait être vachement intéressant. Voilà, c'est ça Entente Nocturne. C'est ce qui a été lancé l'année dernière. J'ai été, en ayant eu un peu cette idée, j'ai été tapé au maximum de portes possibles en disant ça vous dirait de lancer ça avec nous. Et puis 3, 4, 5, 6 collectifs se sont dit ouais, on est chaud. Ils en ont parlé autour d'eux, c'est devenu 12, 14, 16 et puis voilà. On a eu une première édition, on a pu faire 8 scènes, on a pu représenter des styles aussi divers que la psytrance, le dub, la minimale, l'électro-hip-hop, on a pu représenter la house, la techno, la rave, le hardcore. L'objectif c'était à la fois de satisfaire tous les goûts et puis surtout de faire découvrir, de casser un peu les cloisons qui existent dans la nuit parisienne aujourd'hui. À la fois entre orgas, déjà, parce qu'on s'est rendu compte que des gens qui organisaient des soirées depuis 5 ou 6 ans dans cette ville ne se connaissaient pas. Alors ils faisaient des soirées même des fois dans les mêmes salles ou dans les mêmes lieux, mais la diversité musicale de leurs événements faisait qu'ils s'étaient jamais rencontrés, alors qu'en fait ils sont devenus super potes depuis. Donc voilà, donc le festival a vraiment bien marché. On a eu 7000 spectateurs l'année dernière et on a annoncé la semaine dernière le retour de notre festival, parce qu'il ne faut jamais s'arrêter après une première réussite. Et on va s'efforcer, en intégrant beaucoup de nouveaux collectifs pour avoir encore plus de diversité cette année, de faire une deuxième édition encore plus belle. Bah écoute, tu as répondu à mes questions avant que je puisse les poser, mais une petite dernière. Est-ce que tu penses à faire un clin d'œil avec Entente Nocturne aux festivals qui sont déjà présents, par exemple dans le sud de la France, comme les Insane, Electro Robot et j'en passe? De toute façon, Entente Nocturne, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est né de l'observation de tout ce qui se fait de superbement bien à Paris et en France depuis quelques années. On peut être admiratif de l'énergie qui se déploie dans la musique électronique depuis une dizaine d'années, de tout ce que ça a pu faire naître un peu partout, à la fois à travers les warehouse qui s'organisent un peu partout en Ile-de-France, mais à la fois à travers des festivals qui sont toujours plus innovants un peu partout. On est des fans de Château Perché, on est des fans de Pizza Monkey, on est des fans de Insane, on est des fans de tous ces gens-là qui font des choses exceptionnelles, et on se dit si on peut essayer d'importer cet état d'esprit à côté de Paris, on serait content, rien qu'en tant que public, quoi. Bah écoute, je te remercie pour toutes tes réponses. Je vais passer à Benjamin, qui fait partie du collectif Pisika. Merci. Du coup, merci pour l'invitation également. Les petits chats, la micro, le Sunwave, tout ça, Ouais. ça vient d'où? Et surtout que vous avez lancé du coup le Pisika Anniversaire, qui sont les 2 ans de ce collectif, donc on va en savoir plus. Du coup, j'ai peut-être pas réussi à faire une description aussi belle que celle qui vient d'être proposée. mais du coup, à l'origine, en fait, il y avait 2 volontés. Il y avait la volonté d'importer la scène micro en France, parce que la micro, c'est un style qui est quand même, mine de rien, assez sous-représenté aujourd'hui dans les soirées à Paris. Enfin, quand on regarde ce qui se fait, il y a quand même pas mal de techno, pas mal de house, mais la micro, c'est un style qui est, surtout la micro roumaine, qui est ce que nous on fait, qui est pas mal en retrait. Et puis il y avait surtout cette volonté de mettre ce genre de musique en warehouse. Et en fait, ça existe à peu près nulle part dans le monde, en fait, de mettre la micro en warehouse. Donc on a essayé de faire démarrer ça à Paris. Et puis le thème, c'est les chats, parce qu'on aime bien les chats. Du coup, on trouvait ça sympa. On met des chats partout. On met justement, avec Sylvain qui est présent ici, on met des scènes en forme de moustache de chat. On fait du vidging sur des têtes de chat. Enfin, on fait plein de trucs en lien avec les chats.
Et du coup, ça a commencé dans un petit squad d'artistes à Saint-Denis, ça s'appelait le Costart, je ne sais pas si vous voyez. C'était avenue du Président Wilson à Saint-Denis, et depuis, ça a bien évolué. Et donc là, exactement, on fait nos 2 ans, dans un warehouse qui, du coup, est un peu plus gros, mais on essaie de toujours garder la même vibe, même si les soirées ont un peu grossi, une vibe encore un peu intimiste, et encore un peu rave, et encore un peu underground, et essayer d'allier ce style de musique avec des soirées qui normalement ne produisent pas ce type de musique en fait. Et vous avez fait une dernière édition avec le label UVAR, qui apparemment a marqué les esprits. Et vous travaillez aussi avec une association depuis peu sur, du coup, pour sauver les petits chats, donc on adore. Ouais, c'est ça. On a invité un bon label roumain en fait. Enfin, si tu veux tout savoir, on travaille aussi du coup sur le projet organique. On vient de la direction artistique de la scène micro. Et du coup, en fait, on a rencontré Ada Calais par ce biais-là. Le courant, il est super bien passé. Et du coup, il nous a proposé de faire une label night avec son label et avec d'autres artistes. Et du coup, on l'a fait. Et ouais, ça s'est assez bien passé. On a trouvé un lieu assez beau, qui était compliqué à sonoriser, qui a catalysé quelques critiques sur le système son, mais c'est pas grave. J'ai l'impression que les gens ont quand même apprécié la soirée. Et du coup, ça s'est assez bien passé. Et là, on a un peu changé de direction artistique pour le coup. Pour nos 2 ans, on voulait faire un truc un peu différent. En fait, on a un peu quitté la scène roumaine. Et cette fois, on s'oriente plutôt vers de la minimale anglaise et allemande, qui est un peu plus rapide, un peu plus groovy et qui est peut-être un peu plus dans ce qui se fait à Paris en ce moment. Mais qu'est-ce que les gens kiffent le plus, Pisica ou les closings de Saré HLE? Ah, ça, je sais pas. Hein. Je pense que c'est un tout. Donc on verra. Et voilà, on a aussi pas mal de projets sympas, notamment sur des multi-collectifs. On fait une collaboration avec le collectif Black Day, le 20 avril d'ailleurs. Pendant votre soirée, tu seras pas là. Mais voilà, on fera une collaboration avec le collectif Black Day. Et puis on a pas mal de projets, notamment un multi-collectif en juin à la rentrée. On verra sur un spot qui est assez sympa. Donc voilà, donc ça a bien grandi et c'est cool. Écoute, je te remercie. Je vais passer à Agnès, du coup, qui est la fondatrice du collectif Mea Culpa. Donc je voulais d'abord savoir ce que Mea Culpa était en quelques mots, et aussi, bien entendu, savoir le deuxième projet que tu nous as annoncé sur l'événement du live. Bonsoir à tous. Alors, Mea Culpa en quelques mots, c'est déjà la passion du son, le partage, l'amour, le fait de pouvoir partager mes line-up plus ou moins pointus dans le domaine de l'incidindus. Après, on n'a pas de grands domaines, de grands projets d'évolution, dans le sens où on n'est pas là pour faire vraiment du fric avec nos événements. On veut vraiment rester humble et faire des choses plutôt cosy, plutôt famille, toujours avec le besoin de faire plaisir aux gens. Pour avoir été très longtemps dans le public, j'ai besoin aussi que les gens vraiment aiment nos événements et pas justement dans les événements qui sont trop énormes. Je trouve qu'on a tendance à oublier le public. Donc moi, je suis vraiment militante de ça pour que vraiment chaque événement soit vraiment un plaisir, que ça soit en backstage ou du côté scène. Après, le deuxième projet, c'est un projet qui a toujours existé à la base. On a commencé avec ce projet-là, mais on l'a oublié parce que les gens ne connaissaient pas la techno tribal. Donc c'est le mélange entre des percussionnistes live et de la musique électronique. Et j'ai très envie de relancer donc ce projet pour cet été. Donc après, c'est un gros travail derrière, parce que même si c'est du live, il faut savoir qu'il y a un gros travail pour que mes percussionnistes et mes DJ se coordonnent au point de vue du rythme, pour que ça soit quand même quelque chose de très propre à l'oreille vis-à-vis du public. Ensuite, on s'est surtout développé avec le concept de l'acid indus, qui était déjà connu et en pleine croissance à Paris. Donc on est resté sur cette base-là. Mais voilà. Et on a fait beaucoup de clubs. On a été très longtemps résident du Glazart, donc on nous a beaucoup assimilés à ce club-là. Mais on avait un manque de fonds aussi pour pouvoir faire beaucoup de warehouse. On s'est pris une petite claque récemment à un événement qui nous a fait quand même beaucoup de mal au sein du collectif. Ça nous a fait un bond de presque un an en arrière par rapport au projet qu'on avait. Mais je ne suis pas quelqu'un qui lâche l'affaire comme ça. Donc on revient là en warehouse, et on a une grosse warehouse en projet aussi pour cet été. On va organiser sûrement la Shape 2. Donc pareil, avec un line-up le plus pointu possible, et pour faire kiffer le maximum le public. Mea Culpa, c'est aussi une grosse famille, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un des membres du collectif qui est vraiment à part. On est vraiment très très soudés. On est un peu illuminés dans chacun de nos styles, on est vraiment passionnés et complètement décalés dans nos têtes. Et c'est ce qui fait qu'on est aussi
aussi bien ensemble et qu'on espère durer des années et des années. Voilà. Bah écoute, merci pour tes réponses, mais je voulais t'en poser une dernière parce que toi aussi, du coup, tu es une femme dans ce milieu. Tout à fait. Donc, je te laisse exprimer ton avis comme Mélanie. J'ai un gros caractère, donc je suis très gentille très longtemps, et puis tout d'un coup, ça pète. Pas forcément avec professionnalisme, mais au moins les choses sont dites. Et j'ai vraiment mes valeurs et je reste fidèle à mes valeurs. Donc je pense que la première année, quand on arrive, on acquiesce tout. La deuxième année, on commence à se faire des ennemis. Et la troisième, on sait qui on est, on sait où on va et on sait ce qu'on veut. Donc voilà. Et tu rentres dans cette troisième année, justement. Tout à fait, je m'affirme complètement. Bah écoute, je te remercie pour toutes ces réponses. Et je vais parler à Sylvain, donc, qui est le fondateur de Triple D. Et je te demande aujourd'hui, comment tu en es venu à créer tout ça et paraître dans 80% de nos warehouses, je pense, à l'aide de palettes éco-responsables en soi, et qui ne... Moi, l'écologie, j'adore, donc du coup, je te laisse divaguer sur ce sujet. Bonsoir, enchanté, moi du coup c'est Sylvain. Comme tu l'as dit, je suis le fondateur de Triple D. J'ai lancé ce projet il y a maintenant longtemps, 3 ans, 4 ans. Au début, c'était un collectif, donc j'organisais des soirées un petit peu comme tout le monde autour de cette table. Donc je me suis fait tout de suite face à une grande problématique que tout le monde a eu au moins une fois en créant des warehouses. C'est qu'une warehouse, quand on arrive, elle est vide. Et lorsqu'elle est vide, il faut l'aménager. Donc après une bonne année à aménager et tout créer en palette, parce que la palette, c'est un plaisir que j'ai depuis toujours. J'étais jeune, j'ai commencé déjà à construire des petits meubles en palette chez moi à 15 ans. Et ben, je me suis amusé à le faire en warehouse, donc à créer des scènes, des bars, tout plein de choses. Tout ce que vous avez actuellement dans vos soirées, je les ai testés 1 milliard de fois et j'ai fait 1 milliard d'échecs avant d'arriver à ce que ça tienne vraiment debout. Et je me suis vite rendu compte que je préférais organiser l'aménagement de la soirée que l'organiser elle-même. Donc c'est là où j'ai le concept de Triple D, de lancer ça en société il y a maintenant à peu près 2 ans. Et donc de m'amuser toujours autant que je le fais comme aujourd'hui à décorer, à aménager tout ça. Après, le gros concept, comme tu le disais, c'est l'éco-conception. L'éco-conception, c'est hyper important. La petite minute, définition de la soirée. L'éco-conception, c'est un concept qui vise en fait à faire attention à chaque étape de vie des matériaux utilisés. Donc on fait attention à utiliser des matériaux qui sont réutilisés, mais pas que. On va les utiliser, mais il faut encore pouvoir s'en servir un nombre de fois incalculable. Donc lorsqu'on va concevoir quelque chose, on fait attention à ce que ce soit démontable intégralement, à ne pas utiliser de colle, à favoriser un réemploi infini. Donc le concept de base de Triple D, ça part là-dessus. C'est que toutes les installations que vous aurez à vos soirées, en fait, ce sont les mêmes matériaux. Je peux vous ressortir la première palette que j'ai utilisée il y a 5 ans, et elle sera aujourd'hui dans un festival, au Dour, à n'importe où, parce que ce sont exactement les mêmes matériaux. Et ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est de réussir à minimiser l'impact écologique que peut avoir le monde de l'événementiel, qui, il faut le noter, est incroyablement important. Un festival produit énormément de déchets, c'est très polluant. Donc j'essaye au travers de ce projet-là, de ce concept, de mettre ma petite patte écologique là-dedans. Bah écoute, je te remercie, j'en aurais pas dit mieux, et c'est vrai qu'une définition Wikipédia, on adore. Donc je vais profiter de cette ambiance style palette pour passer au débat, donc qui concernera dans quoi investir pour améliorer le monde de la nuit électronique. Qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ce milieu? À quoi vous pensez? À quelles idées vous pensez pour mettre en place toujours plus dans vos événements, toujours plus loin, toujours plus grand et qui plaît le plus, surtout pour la joie du public qui en soi est notre premier fan. Donc sans eux, on n'est pas grand-chose, je ne fais que le répéter. Du coup, il faut penser à eux. Donc je vous laisse exposer ce dont vous pensez. Pour le coup, donc, je rebondis sur ce que disait Sylvain, c'est hyper important. Je pense que l'écologie, Ben pourra le dire, parce qu'avec Organic, je sais que vous mettez un point d'honneur là-dessus. Et même nous, BNK, maintenant, on s'est dit, faire la fête, c'est bien. On kiffe le temps d'une soirée, mais le matin, quand la lumière s'allume et que tu vois toutes les bouteilles en plastique par terre, clairement, c'est plus possible, quoi. Donc, le recyclage, ça doit faire partie, je pense, vraiment de l'expérience du monde de la nuit. Par exemple, BNK, on est en négociation avec une très, 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 très grosse marque de bouteilles d'eau pour mettre un système de recyclage dans tous nos événements, justement, pour plus avoir ces déchets, puisque le plastique fait partie, malheureusement, de la pollution actuellement. Donc, c'est un gros problème. Et vraiment mettre un aspect écologie sur toutes les soirées, de mon opinion, et au sein de BNK, on met vraiment un point d'honneur là-dessus. Tous nos prochains événements, donc on va utiliser des Eco Cups. Donc, c'est hyper
hyper important, que ce soit pour l'expérience client et surtout pour la planète. Il ne faut vraiment pas qu'on lésigne sur ces moyens-là. Donc voilà, pour ma part, c'est ça qu'il faudrait mettre en avant dans les événements pour l'expérience et donc pour l'écologie. C'était ma minute verte. De toute façon, comme tu dis, on fait tous les deux partie du collectif organique, donc qui plante un arbre à chaque place plantée. À chaque, non ? Chaque place vendue. Oui, chaque place vendue. Désolée. Et on propose aussi le système d'éco-cups et de gobelets en plastique comme ceux-là qu'on peut du coup laver et réutiliser aux événements, même si on se retrouve très vite à 6h au closing avec plus aucun gobelet. Ouais. Donc du coup, c'est vrai que nous aussi, on rejoint cet avis, je pense. Benji ? Ouais, je pense aussi que l'écologie, ça peut être quelque chose à développer dans les soirées actuellement. Après, au niveau purement technique, je pense que, par exemple, BNK, c'est un exemple de ça. Je veux dire, ce qui se fait techniquement, c'est déjà très pointu à Paris et que je pense que les organisateurs parisiens ont vraiment pas grand-chose à envier aux autres capitales européennes niveau production d'événements. Ce qui pourrait faire que les événements se développent à Paris, à mon sens, c'est au-delà de la compétence des promoteurs de soirée qui sont déjà bons, c'est peut-être une meilleure collaboration avec les pouvoirs publics. Parce que, par exemple, ici, tout le monde fait des soirées hors club. Et donc, vous savez tous que les soirées hors club, pour avoir un lieu à Paris, c'est vraiment la guerre. Et ça, pour le coup, la guerre des lieux, ça peut impliquer des productions qui sont d'une qualité un peu moindre. Et ça peut impliquer des soirées qui sont souvent dans les mêmes lieux, donc un public qui se lasse un petit peu, etc. Et quand on voit des villes comme Berlin ou Amsterdam, par exemple, il y a vraiment une bien meilleure collaboration entre les pouvoirs publics et les acteurs des musiques, entre guillemets, underground. Et du coup, ça permet de faire des productions plus sereinement et d'accueillir le public dans des meilleures conditions. Et du coup, ça permet vraiment même une meilleure vibe et donc finalement une scène qui est plus qualitative à la fin, quoi. Donc je pense que ça serait vraiment un acte de développement à Paris. Si tu es d'accord, tu peux... Je disais que j'étais complètement d'accord avec ça et que le fait de nous virer des lieux au dernier moment, de ne pas savoir, d'avoir le stress jusqu'au dernier moment, de savoir si on allait les voir débarquer, s'ils allaient nous virer de la soirée ou si on allait devoir changer de lieu au dernier moment. Tout ça, ça impacte énormément sur la qualité de la soirée, sur votre sécurité, sur plein de choses, sur des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Et quand on voit ce qui se passe à Amsterdam, à Berlin, ils ont tout compris, quoi. Ils sont dans le futur et nous, on est là en train de galérer alors que vraiment, ça pourrait se passer dans d'autres circonstances et du coup, on pourrait vraiment soigner beaucoup plus nos événements. Voilà. Je pense du coup, Julien, finalement, que tu peux exposer ce sujet avec un festival comme Entente Nocturne, du coup, qui est dans des lieux c'est vrai que pour le coup, à travers la démarche Entente Nocturne, on se doit de faire les choses dans toutes les règles pour le coup, puisque on a vocation à être très visible, on a vocation à être aussi potentiellement une vitrine de ce que font les collectifs parisiens et de leur créativité, de leur savoir-faire, et de pouvoir aller le présenter au grand public et pas seulement à un public averti. Donc ça se fait avec les pouvoirs publics en quelque sorte. Et c'est vrai que pour le coup, c'est essentiel pour qu'on puisse bien préparer notre soirée, d'être serein sur la capacité de la soirée à ce qu'elle puisse se passer. Et sur ce point-là, j'ai le sentiment que on peut en quelque sorte compter sur un certain nombre de pouvoirs publics qui ne sont pas totalement contre l'idée de travailler avec nous sur ces sujets-là. Il y a, je pense, ces dernières années, une idée qui s'est bien ancrée dans la tête des pouvoirs publics franciliens, c'est que les événements électroniques pouvaient aussi être source d'images positives pour leur ville, pour le Grand Paris, pour la banlieue parisienne, etc. Il y a des communes comme Vitry-sur-Seine, comme Saint-Denis, etc., qui ont compris que c'était aussi des arguments pour dynamiser leur développement. Et nous, typiquement, on déploie le festival sur un site à Vitry-sur-Seine qui s'appelle le Kilowatt et qui est un site qui est mis à disposition justement par la mairie pour que des collectifs, y compris alternatifs, puissent s'exprimer et tout en gardant une véritable liberté, quoi. Donc, d'expérience, je pense que nous pouvons encore ne pas partir du principe qu'il n'y a aucune chance et tenter notre chance d'aller en mairie, déposer des demandes. Il y a des parcs, il y a des espaces municipaux, etc. Et il y a des gens qui sont à l'écoute, en fait. Alors,
pas toujours pour faire 48 heures de teuf à 110 décibels, mais il y a un juste milieu et il y a moyen de trouver des choses sympas à faire. En tout cas, nous, on a vraiment le sentiment d'avoir pu prévenir tout le monde et pu respecter toutes les règles tout en n'ayant jamais le sentiment d'être bridé dans la façon dont on a pu imaginer notre festival. Mais tu nous caches un petit peu que tu n'as pas organisé que ça et que tu as donc encore plus d'expérience avec un autre collectif qui s'appelle 116. Ouais. Oui, en effet, ouais, avant de créer Entente Nocturne, je fais partie d'un collectif qui s'appelle 116 qu'on a créé il y a 6 ans maintenant à Paris, avec une particularité, c'est qu'on n'arrivait pas à se décider sur le style de musique électronique qu'on voulait produire, donc on a fait des soirées de tous les styles. On a produit une soirée de dub qui s'appelle Paris Dub Session, de psytrance qui s'appelle Cosmic Train, de techno, de house. On a même fait de la musique tropicale pendant un moment. Enfin, au gré de nos envies, on organisait des soirées. Par contre, c'est vrai que pour le coup, on a toujours un peu fait ça dans les règles. Au final, je crois que ça vient du background d'organisateur de festival que j'avais avant d'arriver à Paris. J'ai organisé un festival à Grenoble et c'est vrai que pour le coup, quand on fait un festival, la visibilité qu'on a nous oblige à ne pas faire le fou. Donc l'habitude de remplir des dossiers de demande à la préfecture et tout ça, de ne pas avoir peur de ça et puis finalement de se rendre compte qu'au final à chaque fois c'est accepté, fait qu'on a plus ou moins continué à se développer comme ça, soit en coprod, soit en travaillant avec les organismes publics, etc. C'est un peu plus de travail mais c'est faisable et je pense notamment à toi Mathieu, qui a commencé du coup comme tu l'as dit par les free et qui a quand même évolué donc en warehouse et qui évoluera dans peut-être des locaux. Tout à fait. On a commencé par les free, oui, parce que du coup on venait de là, on venait de la teuf et on s'est dit que en tant que première vue du coup pour notre public, le mieux c'était quand même de se faire connaître en faisant quand même des événements du coup gratuits qui pouvaient du coup être à la portée de tout le monde. Certes, du coup, c'était pas forcément la porte à côté, parce que du coup, il fallait bien qu'on trouve des espaces plus tranquilles, en ayant un peu de chance quand même au niveau de si la police venait le matin ou pas, quoi. Enfin, c'était un peu qui tout double, mais bon, on a réussi à s'adapter et maintenant on organise des warehouses dans Paris et on a trouvé du coup notre première date en club à Nancy et on compte pas s'arrêter là. Voilà, vous comptez faire des clubs ? On compte faire des clubs, on compte s'exporter tout simplement parce que l'exportation c'est super important dans l'événementiel. Faut pas rester uniquement, enfin ça c'est mon avis, après ça reste mon seul avis, mais après je pense que dans l'événementiel le plus important c'est s'exporter et toucher à tout, quoi. Parce que si on reste que dans une seule ville, après c'est cool quoi, parce que c'est un délire, mais je pense que pour acquérir plus d'expérience, c'est mieux quand même de toucher à plein de villes, d'aller voir comment le public est par exemple à Nancy, à Bordeaux, à Lyon, à Lille, à Marseille, tout simplement pour aller toucher un peu à tout, quoi. Mais au-delà du fait de s'exporter en club, est-ce que tu penses, de s'exporter en club partout dans d'autres villes, etc., est-ce que tu penses que l'évolution de la techno passe par le club ? Ça dépend. L'évolution de la techno, dans tous les cas, elle évolue chaque année. Chaque année, ça évolue, chaque année, ça change, chaque année, dans tous les cas, ça grandit, ça se développe. Et je pense que dans le monde de la techno, aujourd'hui, il faut savoir toucher à tout. Entre plateformes pour écouter de la musique, comme ce que propose Digger, entre tous les collectifs parisiens qui proposent tous des sujets différents, leur façon d'organiser leur soirée. Et moi je pense que la techno est quand même en train de monter tout simplement, et ça monte de plus en plus chaque année, et chaque année il y a des collectifs qui proposent de nouvelles choses plus ou moins intéressantes selon les avis de chacun, mais après dans tous les cas ça reste une phase montante, ça reste une phase très montante, quoi. Comparé par exemple à des villes comme Lyon qui sont archi restreintes au niveau des warehouses, je trouve qu'à Paris on a vraiment beaucoup de chance. On a vraiment beaucoup de chance. On a beaucoup de possibilités. On a beaucoup de possibilités, oui.
Mais Après, au-delà de ça, des warehouses, etc., on fait tous à peu près de la communication ici, je pense, autant dans les plateformes que toi qui travailles dedans, que toi avec Razance, Triple D, etc. Est-ce que vous pensez que on peut améliorer une certaine facilité aux yeux des gens, parce qu'au final ils vont sur un média, ils tombent sur les articles, ils se disent bon bah cette soirée elle est peut-être bien, ou alors sur une playlist de Digger, ou alors sur un chill Triple D, et qu'ils se disent bon bah s'il y a Triple D c'est génial. Il y a beaucoup de manières de communiquer, et est-ce que vous pensez, en tout cas vous qui en faites, l'améliorer d'une certaine manière? Du coup, moi je pense que tout simplement, pour l'améliorer, il faut juste proposer des concepts différents à chaque soirée que tu organises. Il faut proposer à chaque fois des nouvelles choses, des stands, par exemple dans la soirée, que ce soit des préventions qui est super important pour le moment actuel. La prévention c'est super important. Ce qu'on compte faire du coup pour RZ5, un stand de prévention avec d'autres petits stands qui sont qu'on annoncera à l'avenir. Et voilà, du coup, je te Justement, je voulais aussi parler de la prévention, parce que par BNK, on fait vraiment des événements 100% légaux. Donc, par exemple, on ne fait pas de vente d'alcool fort. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi. C'est parce que tout simplement, on n'a pas la licence 4 et on veut vraiment être dans des événements hyper carrés, hyper réglo. On fait dans les studios de cinéma, qui sont des lieux très safe. C'est aussi pour la sécurité des gens. On ne veut pas se permettre de faire comme un temps dans des warehouses où on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer, quand est-ce que les flics vont arriver. Même pour tout ce qui est prévention de drogue, c'est hyper important. Le sujet est un peu tabou en France. On ne va pas se mentir, c'est un milieu où il y a beaucoup de gens qui en prennent. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui en prennent et qui ne sont pas forcément au courant des risques qu'il peut avoir. Donc ça aussi, il faut que les collectifs se sensibilisent là-dessus et qu'ils en parlent plus, qu'ils mettent des stands pendant leurs événements. Et peut-être que le gouvernement, il se dira, ok, là, il y a eu moins de soucis, il y a eu des descentes de consommation de drogue, donc ils feront un peu plus confiance. C'est vrai que vu de l'extérieur, je pense à mes parents s'ils me regardent, on se dit, la techno, putain, mais c'est un milieu de drogués. Ça, c'est la réflexion que je peux avoir plein de fois, alors que c'est faux. C'est vraiment une passion, la musique, et tous les organes pourront dire ça, que c'est vraiment une passion, l'événementiel, tu en vis. Tu travailles peut-être 7 jours sur 7 pendant l'événement, avant, après, mais c'est tellement kiffant l'excitation de l'événementiel. Il ne faut pas que tout ça s'arrête parce que le gouvernement est contre cet univers. Donc, il faut le faire découvrir aux gens. Il faut vraiment qu'ils apprennent à changer l'image qu'ils ont de ça, tout simplement. Donc, les stands de prévention, il faut vraiment communiquer là-dessus. Et après, plein d'activités, comme disait Mathieu. Pour le coup, j'ai commencé RP chez Razance, donc je connais bien le collectif. Je sais qu'humainement, ils sont vraiment top et vraiment passionnés aussi. Et aussi, même si avec certains, on peut se lancer des pics entre collectifs, ça ne change pas qu'on est tous des passionnés et qu'on se bat tous pour la même chose, et c'est hyper important de travailler ensemble, même si nos dates peuvent tomber en même temps, même si on n'est pas d'accord sur les systèmes son ou des petites choses comme ça. On est tous dans le même bateau, tous dans la même galère, aussi bien en club, puisque je travaille pour Concrète, donc je sais aussi ce que c'est de ce côté-là, que pour les warehouses, c'est hyper important, vraiment la cohésion et la bonne entente, malgré forcément la petite concurrence qu'on peut avoir par certaines fois. Mais j'ai l'impression que vous me parlez beaucoup de ce qui se passe en amont, mais pas sur l'événement. Pas ce qui peut se passer une fois qu'on est sur le lieu et qu'on installe tout et qu'on est devant. Ah mais ça c'est la meilleure partie en plus, le moment où tu installes tout, tu prépares et là après tu es en backstage et tu vois tous les gens qui dansent pendant un événement que tu as préparé pendant 3-4 mois. Niveau émotion, c'est le summum. Tu te dis putain, on a rassemblé tout ça, tous ces gens-là ils sont en train de kiffer. Le lendemain quand tu reçois les messages des gens qui te disent merci pour la soirée, c'était génial. Enfin c'est niveau émotion, c'est vraiment les montagnes russes, c'est événementiel. Il y a aucun métier personnellement qui m'a donné cette sensation. Et même rejoindre BNK, au début j'étais stressée, c'est comme une grosse organisation. Enfin, je passe d'un collectif un peu plus petit à BNK, j'étais là, ok, donc là, qu'est-ce que ça va amener? Là, quand on présente les 3 ans, la scéno qu'ils vont mettre en place, enfin, tous les rêves et les projets qu'ils ont, t'es là, putain, mais c'est un kiff, quoi. Vraiment, tu peux vivre de ça, de ta passion. C'est lourd. Après, pendant l'événement, c'est beaucoup de stress. Il faut tout mettre en place. Il faut être sûr que ton service de sécurité soit au top, que tu aies même, par exemple, des pompiers s'il y a un débordement. Donc, c'est beaucoup de pression. Mais au final, c'est que du kiff. Quand tu vois dans les yeux des gens qui sont à fond, c'est vraiment génial. Et franchement, rien que pour ça, je suis vraiment passionnée de mon métier. Je le conseille à tout le monde. Mais je veux aussi vous parler de
les petits détails qu'on voit de par les clients après la soirée, des petits détails qui en font des gros finalement, et qui sont probablement réparables, mais on n'y fait pas forcément attention. Je parle du point d'eau, évidemment. Alors pour le coup, le point d'eau, on devait travailler avec un prestataire qui devait nous livrer l'eau. Donc je sais que tu parles de la dernière BNK. Il nous a lâchés au dernier moment. La soirée allait commencer. On a été pris de court. On s'est excusé le lendemain parce qu'on a assumé notre erreur. On va pas se mentir. On n'est pas parfait. Ça fait 3 ans qu'on existe, mais on fait encore des erreurs comme tout le monde. Le lendemain, on s'est excusé auprès de toutes les personnes qui nous ont envoyé des messages. On a fait un post sur les réseaux sociaux. On peut que apprendre de notre erreur. Le prestataire s'est excusé auprès de nous. Et voilà, après, c'est des choses qui peuvent arriver et je ne peux pas dire que tous nos événements seront parfaits. Maintenant, on fait vraiment en sorte d'être à l'écoute de nos clients, comme on l'a toujours été. On répond à tous les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux. Vraiment, sur tous les posts, on essaye de justifier ce qu'on fait, puisque c'est hyper important d'être transparent avec ton client. Mentir aux gens en disant « Ok, on a fait ça, 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 c'est parce qu'il y a eu ça », alors que c'est faux. Non, voilà, on a fait une erreur, on l'a dit, on s'est excusé pour le point d'eau. Il y avait des ventes de bouteilles d'eau, mais je peux comprendre, je suis la première à râler en plus sur les réseaux sociaux quand il n'y a pas de point d'eau à un événement. Et tout simplement, c'est la loi. De toute façon, tu es obligé de mettre un point d'eau. Donc, ouais, ça, c'était une erreur. Mais on s'est excusé et on va tout faire en sorte pour que ça ne se reproduise plus. Là, t'inquiète pas qu'on a passé des grosses commandes d'eau pour les 3 ans. Donc, c'est vraiment la to-do numéro 1. Mais parce qu'on est tous publics et organisateurs. Donc, forcément, d'un point de vue organisateur, nous, on se dit, on a fait tout ça, le point d'eau, bon... 2 minutes. Et en tant que client, on arrive, on n'a pas d'eau et on se dit, fait chier. Et c'est surtout qu'on avait pensé à tout, on l'avait commandé ce point d'eau. C'est ça le plus frustrant, c'est pas de se dire, bon, ok, on a déconné, on n'avait pas le point d'eau. Et donc, ça, c'est vraiment le plus frustrant, surtout que les gens, quand ils arrivent à l'événement, vu l'extérieur, tu vois qu'il n'y a pas d'eau, tu dis, putain, ils se foutent de moi, c'est pas possible, quoi. Bon, après, c'était qu'un détail parmi tant d'autres, mais c'était pour mettre un point sur que les viewers sur les réseaux sociaux mettent quand même des points d'honneur sur des petits détails. Il faut être exigeant. Ils ont raison parce que, comme tu dis, on apprend de nos erreurs, mais parfois... Mais il faut être exigeant. Je trouve que parfois, le public français, mais enfin parisien surtout, n'est pas assez exigeant comparé à Amsterdam, où j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de soirées. L'exigence, elle est tellement élevée que les organes sont obligés de mettre des événements encore plus hauts. Alors qu'à Paris, on se contente souvent du minimum. Parfois, j'ai déjà entendu dire, bon, il n'y avait plus de place au vestiaire, mais il n'y avait plus d'eau, c'est pas grave, tant pis. Bon, la soirée s'est finie plus tôt, c'est pas grave. Bah non, il faut être exigeant, tu payes 25 €. Clairement, tu veux ta qualité de soirée derrière. Donc le public parisien commence à l'être de plus en plus. Ça fait plaisir et c'est ça qu'on veut, que ça soit au niveau de la système son, scénographie. Clairement, maintenant, même par principe, quand tu mets 25 € dans une soirée, il faut vraiment qu'il y ait tout qui soit carré. Benji et Agnès en ont parlé de Amsterdam, de Berlin, pendant leur petit moment, en disant que c'était vraiment amélioré. Et donc, je vous laisse. Ça se tape. Non, bah alors du coup, j'allais pas rebondir sur Amsterdam ou Berlin, mais j'allais rebondir sur un autre sujet, sur le sujet que tu viens d'évoquer, pour mettre un avis un petit peu différent. Comme ça, c'est un débat, un vrai, quoi. Je suis pas très à l'aise avec le terme de client quand on parle de ce qu'on fait. J'ai bien aimé la notion d'événement familial. En fait, même j'ai l'impression que nous, même quand on réunit plusieurs centaines de personnes ou plusieurs milliers de personnes, on a l'ambition de rester familial. Et on va pas considérer son cousin comme un client, quoi. C'est un peu bizarre. Après, quand je disais client, c'était vraiment la notion de organisateur, client, dans le sens vraiment interne. Et en fait, j'aimerais rebondir sur cette logique pour aller au bout de l'idée de se dire que je considère pas trop nos festivaliers comme des clients et plutôt comme une sorte de grande famille. Je trouve que ce qu'on pourrait améliorer dans la nuit parisienne, c'est la façon dont les participants à nos événements voient l'organisation et la relation qu'on peut avoir avec eux. Je trouve qu'on pourrait s'éduquer mutuellement, à être plus bienveillants les uns envers les autres. Toi, tu incitais les gens à être plus exigeants. J'aurais tendance à dire non, soyez plus bienveillants en fait. Depuis 7 ans que je vois des orgas à Paris se démener à proposer des choses hyper sympas, je vois que des gens qui franchement galèrent, se donnent à 200%, sont là beaucoup bénévoles ou parfois pas très bien rémunérés ou s'en sortent difficilement. C'est des vrais passionnés. Au final,
tu as cité des événements qui coûtent 25 euros, il y en a beaucoup qui coûtent 12, 15, etc., 15 euros. Un événement à 15 euros, il n'y a pas que des professionnels derrière, quoi. Il y a plein de gens qui se sont donnés juste par passion et par envie, etc. Et je trouve qu'il y a toute une éducation à faire ensemble autour du public de musique électronique pour qu'on soit bienveillants les uns avec les autres et que quand il n'y a plus de vestiaire, en fait, on se dit que c'était pas la volonté de nous mettre dans la merde, mais que c'est comme ça, c'est un truc familial et que si tu veux de l'alternatif, ça fait partie de la vie de l'alternatif qui n'est pas le même service que quand tu es aux planches, quoi, tu vois. Non mais vraiment, faut le dire, quoi. Faut se comparer avec notre univers à nous, quoi, et en tout cas créer quelque chose où on est un peuple de danseurs unis et pas des clients qui se mettent en concurrence les uns des autres. En tout cas, à Entente Nocturne, la notion de concurrence, c'est vraiment ce qu'on veut tuer, quoi. Ouais, après, par exemple, je suis également cliente puisque je vais à des soirées où je paye 25-30 euros. Et quand j'ai pas de vestiaire à 25-30 euros, c'est vrai que ça m'embête. Donc ce terme-là, c'était surtout client dans ce sens-là. C'est par définition, client, de toute façon, c'est quelqu'un qui achète un billet pour un événement ou autre. Et quand je vais à Amsterdam, je paye mes soirées un peu plus cher, 30 euros. Et j'ai jamais eu de souci. Tu as des collectifs, c'est jusqu'à 35 euros leur soirée. C'est à ce prix-là. Enfin, j'exige quand même, c'est normal, un minimum de service. Après, bien sûr, les soirées où c'est 10, 12 euros, c'est vraiment autre chose. On peut également, dans ce cas-là, parler des free parties où c'est encore autre chose. Mais tu as des soirées, tu as des coûts derrière. Et le mot client, c'était pas négatif, c'était vraiment dans la définition. Et Entente Nocturne, c'est combien les billets en late ? Là, ça va ouvrir cette semaine. L'année dernière, c'était combien le billet late ? C'est 25 euros les 2 jours. Ah voilà, 25 euros. Les 2 jours. Hein. C'était les 2 jours, t'es sûr ? Ouais, les 2 jours, les 2 jours pour 10 scènes. On appelle ça un clouage de bec. Non, mais c'est pour ça, hein, tout le monde est bénévole sur le festival en fait. Et du coup, l'année dernière, on a eu des retours super sympas qui nous donnent envie de continuer. Et puis certaines personnes justement qui sont considérées un peu comme des clients et qui nous ont dit oh là là, là-dessus, là, vous aviez 5 minutes de retard pour porter ma bière. Et on fait ouais, je te présente, elle s'appelle Stéphanie, elle est pas payée, elle vient nous aider. Elle est super gentille de te servir ta bière en fait. Tu vois, en plus, tu l'as payé que 5 euros, tu l'aurais payé 9 euros en boîte, etc. Donc en fait, c'est une vraie bienveillance à créer, une éducation générale à se dire qu'on est une famille de la musique électronique et que c'est avec cette bienveillance qu'on va tous perdurer. Je suis d'accord. En tant que nocturne, perso, je l'ai fait l'année dernière, c'était génial et tu sais très bien que j'avais kiffé. Mais après, voilà, il y a différentes choses, je pense, à prendre en compte, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut vraiment être soudé. Je rebondis sur ce que tu dis parce que je trouve ça très intéressant. Il faut bien faire la différence aujourd'hui de la notion de collectif et de professionnel. Beaucoup de collectifs, voire la quasi-totalité, ne sont pas du tout des professionnels. J'ai eu l'avantage de travailler quasiment tout le monde, je l'ai vu, c'est catastrophique. Mais c'est normal, Et aujourd'hui, Merci. Et aujourd'hui, des personnes qui rendent des communautés, qui créent des choses fortes en warehouse, ce sont des personnes qui le font depuis longtemps et qui ont gagné en expérience. Et ça, il ne faut pas le perdre. C'est très très important. Donc un point à améliorer pour les jeunes collectifs ou collectifs actuels qui ont des problèmes, c'est s'entourer de personnes qui connaissent, qui savent faire et qui trouveront des solutions. Là où, comme tu le disais tout à l'heure, c'est magique d'avoir 3000 personnes à sa soirée, etc. Mais ce qui est encore plus magique, c'est d'avoir les personnes pour bien réagir pendant la soirée et faire en sorte que ça se passe bien. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve très rarement chez les collectifs, par manque de moyens, par manque de connaissances, d'expérience. Mais aujourd'hui, ça s'améliore nettement. C'est incroyable, c'est top depuis 1 an. C'est beaucoup plus sécurisé, c'est beaucoup plus beau. On a des talents qui ont émergé des dernières soirées. Moi, je pense à Sacha Pérez, qui nous fait des choses magnifiques. On a Constance, qui fait la scénographie, pareil, magnifique. Ce sont des personnes qui ont tout appris en warehouse, qui ont fait énormément d'erreurs, qui ne faisaient pas des choses magistrales les premières fois, mais qui ont gagné en expérience, qui ont su s'entourer, qui ont su demander conseil. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut, en tant qu'organisateur, avoir aussi la conscience de se dire, je ne sais pas faire, il faut qu'on m'apprenne, il faut que j'apprenne auprès de personnes. Et ça, c'est ce qu'on retrouve beaucoup, je trouve, dans ton festival. C'est une cohésion, c'est apprendre ensemble, avancer ensemble. Ça, c'est la meilleure manière de travailler de nos jours, de toute manière. Et comment tu t'es amélioré, toi ? En faisant les erreurs. J'ai fait plein d'erreurs, j'ai organisé plein de choses. Tu es en soi quasiment seul dans ce côté chill, il n'y en a pas énormément, il y en a quelques-uns comme Rêve Lucide, etc. Il y en a quelques-uns comme Rêve Lucide, et ce qui est très très intéressant, c'est que Rêve Lucide est arrivé sur Paris il y a 1 an, il a eu l'intelligence de venir me voir. Il m'a dit, Sylvain, j'ai envie de commencer sur Paris, je n'ai aucun contact, je n'avais aucun moyen.
Aujourd'hui, je l'ai ramené dans mon local, il est mon voisin, on travaille ensemble, je lui ai donné ses premiers clients, je l'ai mis en relation avec plein de personnes et j'en suis très heureux et très content. Pourquoi ? Parce que je lui ai donné sa chance et aujourd'hui il cartonne, il fait des choses magnifiques, il fait des choses que je ne ferais absolument pas et donc ça apporte aussi une beauté dans ce métier. C'est qu'il faut savoir transmettre aux gens, leur donner l'envie de faire aussi, leur donner la possibilité parce qu'ils feront des choses encore meilleures que nous et très différentes. D'ailleurs, ils sont aussi sur les soirées Piscika et sur la dernière BNK aussi sur la scène de Nana. Tu peux parler de ton chill s'il te plaît. Ouais, du coup, je remercie Sylvain pour cette mise en relation. Et du coup, pour les 2 ans, ils vont faire un arbre à chat géant de 13 mètres de haut et 9 mètres de large. Avec, Yes. avec le DJ au milieu. Et puis, je sais pas ce qu'on fera avec Triple D. On n'en a pas encore trop parlé. Mais peut-être qu'on arrangera aussi quelque chose avec Triple D. Donc, pour le coup, on va les aider sur l'arbre à chat. Comment ? Pour le coup, on va les aider sur l'arbre à chat. Vous allez les aider sur l'arbre à chat. Ok, ravi de l'apprendre du coup. Donc c'est une voilà. collaboration entre Rêve Lucide et Triple D pour la Mais prochaine souvent, Piscika. ils collaborent C'est très là, bien c'est ensemble, là. c'est 2 univers qui vont assez bien ensemble. Et du coup, ça peut me permettre d'enchaîner sur le fait que je pense qu'à Paris en ce moment, vu que les soirées sont maintenant assez qualitatives, elles ont tendance à se démarquer sur la scénographie et sur les lumières en fait. Et ça, du coup, ça peut être vraiment un point. J'ai remarqué qu'en fait, il y a 2 ans, quand nous on a commencé nos soirées, les gens ils en avaient un peu rien à foutre en fait du jeu de lumière ou de la scénographie ou quoi que ce soit. Et maintenant, c'est un truc qui est vachement en train de se développer. Et quand on voit les grosses productions, justement dans des studios ou dans des gros hangars, etc. C'est quelque chose qui est en train d'être considéré comme vraiment important comme le public et presque autant que le système son. Donc, presque autant, mais quasiment autant finalement parce que c'est aussi visuel en fait les soirées comme ça. Et du coup, ça, je pense que ça serait pour le coup un axe de développement pour les soirées parisiennes, parce qu'il n'y en a peut-être pas encore assez, y compris nous, qui mettons qui accordons assez d'importance en fait à ce budget scénographie, ce budget. Maintenant, on essaye du coup, mais ce budget lumière, ce budget vraiment visuel. Et du coup, ça, je pense que c'est un vrai point de développement pour les soirées parisiennes, qu'une soirée, c'est pas juste un lieu et du son, que c'est un lieu, du son et un visuel en fait. Un visuel, une organisation, un bar, un chill, il faut de tout. Ça aussi, mais l'esprit de la chose, c'est quand même vraiment le lieu, le son et maintenant la vue. Vous le savez avec vos scénographies qui ont toujours marqué de chatons. Ouais, on essaie de faire les têtes des chats géantes avec. Mais du coup, là, vu qu'on a peut-être saoulé les gens avec les têtes de chats géantes, parce que ça fait quand même 1 an qu'on en fait à chaque teuf, on va mettre un arbre à chat géant avec du Beijing dessus. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, dans le sens où tu dis que la scénographie maintenant, ou les jeux de lumière, ça c'est demandé. Mais ce genre de choses, c'était pas demandé avant. Parce que des collectifs l'ont mis en avant et l'ont fait. Maintenant, c'est normal d'annoncer un light show. Avant, ça l'était pas. Avant que je commence à m'amuser à faire des chills partout, on ne demandait pas des chills. Maintenant, tout le monde met dans une description, on a un chill house. Ce qui n'est pas le truc le plus vendeur non plus. Mais maintenant, les organisateurs ont la force de mettre en avant certains points qui ensuite vont être ancrés dans la demande des festivaliers ou des participants. Donc c'est aussi ça le pouvoir et la chance que vont avoir les organisateurs, c'est de mettre le point sur les choses importantes, de faire en sorte que ça se passe bien. Et ensuite, voilà, ça va être dans les mœurs parisiennes que, comme tu le disais, c'est des choses normales à Amsterdam. Et il faut aussi leur montrer qu'on peut le faire et du coup, ils vont le demander. Bien écoutez, si personne n'a à rajouter, je vais clôturer ce débat et cette présentation. Je vous remercie tous d'être venus, d'avoir parlé de vos projets, d'avoir émis vos idées qui peuvent servir à tous et à toutes, même ceux qui veulent se lancer dans un collectif et qui ont peur ou je ne sais pas, qui peuvent voir que c'est possible, qu'on est tous là et qu'on l'a tous fait, premièrement. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous êtes contents d'être venus et on va laisser place à un set de Blix qui est dans l'agence Ro et qui passe du coup à la prochaine Razance et Orthodox, le résident Vidjing du collectif 7 qui a sa prochaine Exodus également dans peu de temps. Il passe pour un live inédit. Un live inédit, excusez-moi.
la la.